J'ai toujours été fasciné par les objets anciens, ces pièces uniques qui semblent porter en elles des fragments d'histoire. C'est pour cette raison que, en parcourant un site de vente aux enchères en ligne, j'ai été instantanément attiré par un miroir. La photo montrait une pièce magnifique, avec un cadre en bois sombre finement travaillé, orné de motifs sculptés d'une époque révolue. Il y avait quelque chose de mystérieux dans ce miroir, comme s'il avait appartenu à une autre vie, à un autre monde. Je n'ai pas hésité longtemps avant d'enchérir, convaincu qu'il serait parfait pour ma salle de séjour. Lorsque le miroir est enfin arrivé, un étrange sentiment de malaise m'a envahi. Dès que j'ai déballé le miroir, j'ai remarqué que le verre avait un aspect particulier. Ce n'était pas le reflet brillant et clair auquel je m'attendais, mais plutôt une surface légèrement assombrie, presque opaque, comme si elle avait été voilée par le temps. J'ai d'abord pensé que c'était dû à l'usure naturelle, que c'était simplement la patine des années passées qui s'était déposée sur le verre. Mais malgré cela, quelque chose me dérangeait, une impression sourde que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Je me suis convaincu que c'était un détail insignifiant, et j'ai accroché le miroir au mur, au-dessus de mon canapé. Le contraste entre la vieille allure du miroir et la décoration moderne de ma salle me plaisait. En prenant du recul pour admirer le résultat, j'ai remarqué que mon reflet semblait différent, d'une manière presque imperceptible. Je me suis dit que c'était probablement mon imagination, une illusion causée par la lumière ou le manque de clarté du verre. Pourtant, ce sentiment étrange persistait, comme si quelque chose, au-delà de mon propre reflet, m'observait en retour. Dès la première nuit, quelque chose d'étrange a commencé à se manifester. Je m'étais confortablement installé dans mon canapé, prêt à me détendre après une longue journée, lorsque mon regard s'est porté, presque machinalement, vers le miroir. Le reflet de la pièce y apparaissait sombre, légèrement déformé par cette opacité naturelle du verre que j'avais déjà remarqué. Mais ce soir-là, cette légère distorsion semblait plus marquée, comme si l'image projetée n'était pas tout à fait la mienne. Alors que je fixais mon reflet, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Derrière moi, dans le miroir, il m'a semblé apercevoir une silhouette floue, quelque chose de vague qui se mouvait à la limite de mon champ de vision. Un simple jeu de lumière, ai-je pensé, ou peut-être l'ombre des arbres projetés par la fenêtre. Mais, lorsque je me suis retourné pour vérifier, il n'y avait rien, seulement le silence de la pièce plongée dans la pénombre. Les jours suivants, la situation n'a fait qu'empirer. Chaque fois que je passais devant le miroir, il me semblait percevoir, d'un coin de l'œil, des mouvements furtifs, des ombres qui disparaissaient dès que je cherchais à les fixer. Le miroir semblait devenir le théâtre d'une danse spectrale, quelque chose qui se jouait juste à la limite de ma perception. Je tentais de rationaliser, de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, amplifié par le caractère ancien et quelque peu inquiétant de l'objet. Mais plus je me convainquais, plus l'étrangeté du miroir s'imposait à moi. Un soir, alors que je me brossais les dents dans la salle de bain adjacente, j'ai soudainement ressenti le besoin irrésistible de retourner dans le salon et de regarder dans le miroir. Cette impulsion, inexplicable et presque compulsive, m'a surpris, comme si quelque chose dans le miroir m'attirait, m'appelait. Lorsque j'ai finalement cédé et que je me suis posté face à mon reflet, j'ai de nouveau aperçu cette silhouette. Cette fois-ci, elle semblait plus nette, plus présente. Elle n'était plus seulement une ombre indistincte, c'était une forme, humaine, se tenant là, derrière moi. Figé, je ne pouvais détacher mon regard du miroir. Ma respiration s'est faite plus lourde, et une sueur froide perlait sur mon front. C'est alors que j'ai commencé à entendre des bruits étranges dans l'appartement, de légers craquements, comme des pas étouffés, des murmures à peine audibles. Les bruits semblaient venir de l'endroit même. Dans le miroir, la silhouette se tenait. J'ai tenté de me raisonner, de me dire que c'était la vieille charpente de l'immeuble, des sons de la nuit. Mais chaque fois que je m'éloignais du miroir, ces sons s'intensifiaient, comme s'ils cherchaient à attirer mon attention. Les nuits suivantes, le phénomène s'est reproduit, inlassablement. À chaque passage devant le miroir, la silhouette était là, immobile, mais de plus en plus précise, presque tangible. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à éviter de croiser mon reflet, à ignorer ce miroir qui m'inquiétait de plus en plus. Pourtant, même en l'évitant, je sentais que quelque chose, dans cette pièce, continuait à me suivre des yeux, comme si une présence invisible s'accrochait à chacun de mes mouvements. Le miroir était devenu bien plus qu'un simple objet de décoration. Il semblait désormais vivant, habité par une essence dont je ne parvenais pas à me détacher. Chaque nuit, cette présence devenait de plus en plus oppressante, et une angoisse grandissante s'installait en moi. Plus je tentais de l'ignorer, plus elle s'imposait, comme si quelque chose ou quelqu'un, de l'autre côté, cherchait désespérément à franchir la frontière du verre pour atteindre ma réalité. Les jours ont passé,
et la silhouette derrière moi est devenue une présence familière, mais aussi terriblement inquiétante. Ce n'était plus une ombre vague ou un simple mouvement dans le coin de mon œil. Elle se tenait là, à chaque fois que je m'approchais du miroir, comme une figure noire indistincte, à peine discernable, mais indéniablement humaine. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait en silence, scrutant chacun de mes gestes avec une patience sinistre. Au début, j'évitais de la regarder directement, espérant que l'ignorer dissiperait le malaise. Mais l'attraction du miroir était trop forte, irrésistible. Dès que je passais devant, mon regard était inévitablement attiré par cette silhouette dans le reflet. Elle était toujours là, immobile, mais plus proche à chaque fois, à peine un pas derrière moi, comme si elle attendait le bon moment pour se manifester pleinement. Un soir, pris de panique, j'ai tenté de toucher le miroir, de m'assurer que cette image n'était qu'une illusion. Mais lorsque mes doigts ont effleuré la surface glaciale, j'ai ressenti un frisson glacial remonter le long de mon bras, comme si une énergie sombre émanait de l'autre côté, traversant la barrière fragile du verre. Puis, j'ai remarqué un autre détail qui m'a glacé le sang. La silhouette semblait commencer à imiter mes mouvements, mais de manière subtilement décalée. Lorsque je levais la main, elle levait la sienne un instant plus tard, mais dans un geste qui semblait déformé, presque grotesque, comme si elle n'était pas tout à fait humaine. Ce n'était pas mon reflet, et pourtant il agissait comme tel, me renvoyant une version altérée de moi-même, une version obscure et étrangère. Chaque interaction avec ce miroir devenait un défi insupportable. Je sentais que cette entité, cette chose de l'autre côté, essayait de m'imiter, de s'insinuer dans mon quotidien. Petit à petit, la peur s'est installée en moi, et j'ai commencé à redouter le moment où je devrais croiser ce miroir. Chaque fois que je le regardais, je m'attendais à ce que la silhouette bouge d'elle-même, qu'elle sorte du cadre pour m'atteindre. Cette sensation d'être observé, cette certitude que quelque chose d'inexplicable se passait dans mon propre reflet, me dévorait. Le pire, c'était ce sentiment oppressant que la silhouette n'était pas simplement un reflet. Elle était consciente de moi, elle savait que je la regardais, et elle attendait, patiemment, que je laisse mon regard s'attarder un instant de trop. La tension devenait insupportable. Chaque jour, je sentais l'énergie sombre du miroir m'oppresser un peu plus, et il m'était désormais impossible de rester dans la pièce sans sentir une présence lourde et menaçante peser sur moi. J'ai pris la décision de me débarrasser de ce miroir maudit. Cette idée, qui semblait être mon seul espoir de retrouver la paix, m'a redonné un peu de courage. Un matin, sans réfléchir davantage, j'ai décroché le miroir du mur et je l'ai descendu au sous-sol, dans un coin sombre où je pensais ne plus jamais le voir. Je me suis senti étrangement soulagé en remontant chez moi, comme si un poids invisible s'était enfin détaché de mes épaules. J'ai laissé le miroir là, certain que tout cela prendrait fin avec son absence. Mais cette tranquillité n'a duré qu'un jour. La nuit suivante, alors que je rentrais du travail, un frisson m'a parcouru dès que j'ai franchi le seuil de ma porte. En levant les yeux, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Le miroir était de retour, accroché au mur, exactement à sa place initiale, comme si jamais je ne l'avais déplacé. Je me suis figé, glacé par l'horreur et l'incompréhension. Comment était-il revenu ici? Je savais que personne n'était entré chez moi. J'étais certain de l'avoir mis au sous-sol, et pourtant, il était là, imposant et sombre, comme une menace silencieuse. Pris de panique, j'ai décidé de tenter une autre approche. Je me suis saisi du miroir, cette fois, je l'ai emporté dehors. Je l'ai transporté jusqu'à un terrain vague à quelques rues de chez moi, où j'ai creusé un trou pour l'enterrer. À chaque pelletée de terre, je sentais une rage et une peur inexplicables monter en moi, comme si quelque chose dans le miroir se rebellait contre cet acte. Une fois le miroir enterré, j'ai ressenti un soulagement profond, presque cathartique. Cette chose était désormais hors de ma vie, perdue sous la terre. Mais cette nuit-là, alors que je me sentais enfin libre de cette présence, j'ai entendu un léger grincement provenant du salon. Une peur glaciale m'a envahi, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller vérifier. À mon grand désespoir, le miroir était de nouveau accroché au mur, immaculé, sans la moindre trace de terre ou de dommage, comme s'il n'avait jamais été enterré. À cet instant, j'ai compris que cette chose ne me laisserait jamais partir. Le miroir n'était pas un simple objet, il était une prison, une porte, ou pire encore, un lien inébranlable entre moi et cette présence de l'autre côté. Peu importe ce que je faisais, il reviendrait toujours, comme s'il faisait partie de moi désormais. La nuit suivante, épuisé et désespéré, j'ai compris que fuir ou me débarrasser du miroir était inutile. Cette chose, cette présence, semblait résolue à rester dans ma vie, à chaque instant où je croisais mon reflet. Alors, poussé par une sorte de fascination morbide, j'ai décidé de l'affronter, de comprendre ce qu'elle voulait. Peut-être que,
D'une manière ou d'une autre, je pourrais rompre ce lien infernal qui m'enchaînait à elle. Je me suis assis face au miroir, seul dans le noir, laissant la pénombre envelopper la pièce. Mon regard s'est perdu dans mon propre reflet, attendant que la silhouette apparaisse. Elle ne s'est pas fait attendre. Lentement, comme une ombre glissant hors des ténèbres, la figure noire a émergé, juste derrière moi, presque collée à mon épaule. Cette fois, elle semblait plus distincte, ses contours moins flous, comme si elle devenait plus forte, plus réelle. Je lui ai demandé, d'une voix tremblante, ce qu'elle voulait. Le silence qui a suivi m'a glacé. Mais, peu à peu, un murmure a commencé à résonner dans ma tête, comme une voix venue de l'intérieur du miroir, ou peut-être de l'intérieur de mon esprit. Elle ne répondait pas par des mots clairs, mais par des impressions, des sensations d'angoisse, de regret, de rage. J'ai eu l'impression que cette chose était piégée, coincée de l'autre côté, et que son seul désir était de prendre ma place pour s'échapper de ce monde de reflets. C'est alors que j'ai compris l'horreur de la situation. Le miroir n'était pas seulement hanté, il était une porte, une prison pour une âme tourmentée qui cherchait à échanger sa place avec la mienne. Cette entité, ce reflet obscur, attendait le moment où je serais suffisamment faible, où mon esprit céderait à la peur, pour me tirer de l'autre côté et prendre ma place dans le monde des vivants. Dans un dernier élan de terreur, j'ai bondi en arrière, loin du miroir. Mais au même instant, j'ai vu mon reflet, ou plutôt celui de cette chose, me sourire d'un air glacial, satisfait, comme si elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que je finisse par céder. Aujourd'hui, je vis dans la peur constante de croiser mon reflet. Chaque miroir est devenu une menace silencieuse, une porte vers un monde sombre où cette entité m'attend, patiente, sachant que, tôt ou tard, je finirai par y plonger le regard un instant de trop. J'avais toujours eu une fascination pour les meubles anciens, ceux qui semblent porter avec eux des fragments d'histoires oubliées. C'est ainsi que, par un soir pluvieux, je suis tombé par hasard sur une annonce intrigante sur un site de brocante en ligne. Au milieu de centaines d'objets banals, il y avait cette table en bois massif, sombre et imposante, avec des détails sculptés le long des pieds. Elle semblait ancienne, presque anachronique, comme si elle avait traversé plusieurs vies avant d'atterrir ici, dans cette petite annonce discrète. Je l'ai examinée sous tous les angles grâce aux photos floues fournies par le vendeur. Chaque image semblait dégager une aura particulière, comme si cette table était bien plus qu'un simple meuble. Elle avait des entailles et des marques qui s'étendaient sur toute la surface, mais ces imperfections ne faisaient qu'ajouter à son charme mystérieux. Une part de moi hésitait, mais l'autre, plus irrationnelle, se sentait inexplicablement attirée. J'ai finalisé l'achat avec un léger frisson d'excitation. Peu après, une notification m'a averti d'un message du vendeur. Merci pour votre achat. J'espère que vous serez une bonne compagnie pour la table. Cette phrase, bien que polie, m'a paru étrange. Pourquoi aurait-il dit ça? Une bonne compagnie? Je me suis surpris à relire le message plusieurs fois, tentant de déceler une signification cachée derrière ces mots anodins. Mais, finalement, j'ai secoué la tête et laissé passer, convaincu qu'il ne s'agissait que d'une maladresse ou d'un choix de mots un peu bizarre. La livraison devait arriver dans quelques jours. Je ne savais pas alors que cette table allait bouleverser bien plus que mon intérieur. Lorsque la table est enfin arrivée, je dois avouer que j'ai ressenti un mélange d'excitation et de malaise en la voyant pour la première fois, là, devant ma porte. Le livreur, après avoir laissé la caisse en bois, a rapidement détourné le regard, comme s'il ne voulait pas passer une seconde de plus en sa présence. Je trouvais ce comportement étrange, mais je mis cela sur le compte de l'épuisement ou de la routine. Avec une certaine impatience, j'ai déballé la table, libérant lentement le bois sombre de son emballage. Elle était encore plus impressionnante en personne. Chaque détail semblait plus marqué, plus réel que sur les photos. Le bois portait des veines sombres et profondes, et à la lumière tamisée de mon appartement, il semblait presque pulser d'une vie propre. C'était comme si elle m'observait, m'analysait, mesurant mon attitude. Lorsque j'ai commencé à nettoyer sa surface pour enlever la fine couche de poussière, j'ai remarqué pour la première fois les gravures. Je m'étais dit que les photos montraient des entailles ordinaires, des signes d'usure du haut temps, mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que ces marques n'étaient pas naturelles. Elles formaient des mots, des lettres enchevêtrées, entremêlées comme un puzzle macabre. Certaines inscriptions étaient tellement effacées qu'elles en étaient illisibles, rongées par le temps, tandis que d'autres se distinguaient encore assez bien. En approchant mon visage de la table, j'ai pu déchiffrer quelques mots isolés, des prénoms, des dates, des mots étranges en latin qui semblaient jaillir de temps révolus. Au centre, un nom plus visible, gravé profondément dans le bois, Élise. Qui était Élise? Et pourquoi son nom semblait-il briller davantage que les autres,
comme si la table elle-même voulait attirer mon attention sur lui. À chaque mot décrypté, une sensation de malaise montait en moi. Un pressentiment inquiétant, quelque chose d'indescriptible, comme si je n'étais pas le bienvenu. J'ai décidé de ne pas m'attarder davantage et j'ai placé la table à l'endroit prévu, dans le coin de mon salon, près de la fenêtre. Je tentais de me convaincre que ce n'était rien de plus qu'une vieille table, marquée par des générations de propriétaires, chacun ayant laissé un peu de lui-même dans le bois. Mais cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. À chaque fois que je fermais les yeux, l'image de la table s'imposait dans mon esprit. Je revoyais ses noms, ces mots presque effacés, et surtout, le nom d'Élise, gravé plus profondément que les autres. C'était comme si, inconsciemment, je sentais une présence autour de moi, quelque chose d'invisible, tapi dans les ombres, attendant que je baisse ma garde. Le lendemain matin, en me levant, je passai à côté de la table. Une ombre sembla danser sur sa surface, et en m'approchant, j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas là la veille. De nouvelles marques, gravées en surface, comme si quelqu'un ou quelque chose avait continué l'œuvre pendant mon sommeil. Au début, j'ai essayé de rationaliser ce qui venait de se passer. Peut-être que la table, étant si vieille, avait simplement réagi à l'humidité de l'air ou à un changement de température. Peut-être que le bois était fragile et se fissurait, formant des entailles dans sa surface. Mais, en y repensant, cela semblait de moins en moins plausible. Il était difficile d'ignorer l'étrange sensation qui m'envahissait à chaque fois que je passais près de la table. Les jours suivants, les marques continuaient d'apparaître, mais elles devenaient de plus en plus claires, de plus en plus nettes, comme si quelque chose ou quelqu'un écrivait directement sur la surface de bois. D'abord, il n'y avait que quelques lettres éparses, sans signification évidente. Puis, des phrases commençaient à se former. Des mots d'une étrange clarté, comme « laisse-moi partir, il est trop tard, tu ne peux pas fuir ». Chaque nuit, ces messages se renouvelaient, prenant de plus en plus de place sur la table, s'enfonçant de manière plus prononcée dans le bois. C'était comme si la table attendait quelque chose de moi, me lançant des appels désespérés, des avertissements que je ne pouvais ignorer. Ce ne sont pas seulement les inscriptions qui m'effrayaient, mais la sensation croissante que chaque mot gravé était une réponse à quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui me poursuivait. Quelque chose me disait que ce n'était pas seulement du bois qui se marquait, mais des âmes, des présences invisibles qui avaient laissé leur empreinte ici. Un soir, après avoir vu encore une fois ces nouvelles marques, je décidai de prendre mon téléphone et de contacter le vendeur. Je n'avais pas l'intention de l'accuser de quoi que ce soit, mais simplement d'obtenir des explications. Peut-être que la table avait une histoire, une origine que je n'avais pas saisie. Je cherchais son profil sur le site de vente, mais à ma grande surprise, sa page avait disparu. Aucun message, aucun indice sur son existence. C'était comme si ce vendeur n'avait jamais existé. Je me sentis soudainement très seul dans cet appartement, avec cette table qui semblait m'observer, me jaugeant. Au fur et à mesure que les jours passaient, les messages devenaient plus personnels. « Tu sais ce que tu as fait? Je suis là pour toi. » Ces mots m'envahissaient. Les noms et les dates que j'avais aperçus dans les entailles semblaient maintenant m'évoquer des souvenirs vagues, des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Une nuit, en regardant la table, je vis que de nouveaux mots étaient apparus, clairs et audibles dans mon esprit. « Élise te regarde. » L'angoisse grandissait en moi. Pourquoi ce nom revenait-il sans cesse? Qui était cette Élise? Et pourquoi cette sensation persistante de ne jamais être seul dans la pièce? À chaque fois que je fermais les yeux, j'avais l'impression de voir des visages flous, des silhouettes dissimulées dans les coins sombres de ma maison, comme si elles m'observaient, attendant que je comprenne enfin la vérité. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi faire. Je n'avais plus le courage de rester dans la pièce seule, et pourtant, il n'y avait nulle part où fuir. La table, ou plutôt, ce qu'elle représentait, semblait être partout, dans chaque coin de l'appartement. Les messages n'arrêtaient pas d'apparaître, chaque matin, chaque nuit, me laissant des inscriptions encore plus menaçantes, de plus en plus détaillées. « Élise n'est pas loin, tu ne t'échapperas pas », et parfois, des phrases qui semblaient comme des menaces de plus en plus claires, « Tu fais partie de nous maintenant ». J'ai commencé à sentir une présence constante dans la pièce, une pression suffocante, comme si l'air était plus lourd. Parfois, j'entendais des bruits, des grattements venant de la table, comme si quelque chose la rongeait de l'intérieur, grattant contre le bois. J'ai essayé de tout ignorer, de vivre ma vie comme si de rien n'était, mais chaque moment passé près de la table devenait plus insupportable. Je n'osais même plus m'approcher pour la nettoyer ou pour poser des objets dessus. Tout m'effrayait. Une nuit, alors que je m'étais réveillé en sursaut à cause d'un cauchemar étrange, je me suis retrouvé dans le salon, attiré, contre mon gré, par la table. En m'approchant,
Mes yeux se posèrent sur une nouvelle inscription. Mais celle-ci était différente. Il n'y avait pas de mots cette fois, seulement une série de chiffres, mais étrangement familiers. 25 juin 1984, je les ai regardés, ne comprenant pas. Ces chiffres résonnaient dans ma tête, comme un écho, et je me suis retrouvé à les répéter à haute voix sans pouvoir m'en empêcher. Puis tout est devenu plus confus. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond dans ma tête. J'ai eu une vague idée, une intuition obsédante que cette date n'était pas simplement un chiffre sans signification. C'était une date que j'avais déjà vue quelque part. Un froid intense s'est emparé de mon corps lorsque, en me souvenant vaguement, j'ai réalisé que cette date correspondait à l'anniversaire de ma mère, décédée il y a quelques années. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, et tout à coup, tout m'a frappé comme une révélation brutale. La table ne me parlait pas simplement à moi. Elle avait quelque chose à voir avec ma famille, avec ma mère, avec une histoire que je croyais oublier. Mais quoi? Qu'est-ce que la table voulait vraiment? Je n'avais pas encore le courage de chercher une réponse. Au lieu de cela, je suis resté figé, perdu dans une mer de doutes. Mais plus je réfléchissais, plus les signes devenaient clairs. Je savais que j'avais touché quelque chose de plus grand, quelque chose d'incompréhensible, mais ce qui me terrifiait par-dessus tout, c'était cette idée qui me tourmentait. Et si la table me choisissait pour quelque chose de bien plus sombre que je n'aurais jamais pu imaginer? Les nuits sont devenues une véritable torture. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de la table m'assaillait. Les gravures se multipliaient, des phrases complètes apparaissant chaque matin, de plus en plus personnelles, de plus en plus sombres. Une nuit, après un de ces cauchemars où j'étais sur le point de tomber dans un abîme noir, je me suis réveillé en sursaut, une sueur froide parcourant mon corps. Mais ce n'était pas la peur du rêve qui me hantait, c'était ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu juste avant de m'éveiller. Un murmure. Un nom. Élise. Il semblait flotter dans la pièce, s'insinuant dans mes oreilles comme une caresse glacée. Je n'avais plus aucun doute, Élise n'était pas simplement un nom gravé dans le bois. C'était une présence, une force, un appel que je ne pouvais ignorer. Je suis allé voir la table, cette fois sans chercher à rationaliser quoi que ce soit. J'ai posé mes mains sur elle, et j'ai laissé la peur m'envahir. À cet instant, la pièce sembla se figer autour de moi. Un froid glacial s'échappa du bois, comme si la table elle-même était vivante, consciente de ma présence. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Un changement. Une autre inscription, plus profonde et plus marquante que les précédentes. Je t'ai attendu, Élise. J'ai eu un choc. Ce nom, encore. Pourquoi Élise? Ce n'était pas un simple hasard. Je pouvais sentir dans mes entrailles qu'il y avait un lien, un mystère terrifiant entre ce nom et moi. Je me suis précipité dans la recherche, fouillant dans les vieux papiers de ma famille, cherchant des indices sur Élise. Après plusieurs heures de recherche, je suis tombé sur une vieille photo, une photo oubliée depuis longtemps. C'était une image d'une jeune femme, belle, mais pâle, presque éthérée. Elle portait une robe blanche, et ses yeux semblaient tristes, perdus. Il ne fallut pas longtemps pour que je reconnaisse les traits de ma mère. Le nom Élise était en réalité celui de ma tante, ma mère ayant été séparée d'elle dès son enfance. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Pourquoi n'avais-je jamais su cela? Qu'était-il arrivé à Élise? Le puzzle se mettait lentement en place, mais la vérité était bien plus terrible que je ne pouvais imaginer. Mon esprit se rebellait contre cette découverte. Ma tante Élise n'était pas morte comme j'avais toujours cru. Elle avait disparu, d'une manière étrange, dans des circonstances que ma famille avait longtemps cachées. Et là, dans un éclat de lucidité, tout est devenu clair. La table n'était pas simplement un meuble. Elle était le réceptacle de l'histoire de ma famille, des âmes perdues, de ceux qui n'avaient pas trouvé la paix. Élise, ou ce qu'il en restait, attendait que je découvre la vérité. Mais en découvrant cette vérité, j'avais signé ma propre condamnation. La table m'avait choisi, et il n'y avait pas de retour possible. Le bois se mit à grincer, des entailles profondes se formant sous mes doigts. Puis, le plus terrifiant se produisit. Une voix, faible mais distincte, s'éleva du fond de la table. Tu n'as pas encore vu tout ce que tu cherches. Avant que je puisse réagir, un frisson glacial m'envahit, et la pièce sembla se noyer dans une obscurité totale. J'étais piégé, coincé dans un cauchemar que je ne pouvais plus fuir. Je cherchais depuis un moment une nouvelle enceinte. La mienne venait de rendre l'âme, et, pour être honnête, j'avais vraiment besoin d'un bon son pour égayer un peu mon appartement. Après quelques recherches en ligne, je suis tombé sur une promotion alléchante. C'était sur un site que je n'avais jamais vu auparavant, mais le prix défiait toute concurrence. Une enceinte de qualité pour presque rien? J'ai pensé que c'était ma chance, sans trop réfléchir, j'ai passé commande. Quelques jours plus tard, le colis est arrivé.
La boîte semblait un peu abîmée, comme si elle avait traîné dans un entrepôt depuis des mois. Je me suis dit que ce n'était pas si grave, l'important, c'était l'enceinte. Je l'ai sortie de la boîte, et à première vue, elle avait l'air normale. Peut-être un peu usée, mais rien d'alarmant. Elle était de taille moyenne, noire, avec des grilles métalliques élégantes et un bouton de contrôle du volume sur le dessus. Ce n'est qu'en la posant sur la table que j'ai ressenti un léger malaise, comme un picotement au fond de mon esprit. J'ai secoué la tête pour chasser cette impression, me disant que j'étais simplement fatigué. La première nuit, alors que je m'apprêtais à dormir, j'ai entendu un léger murmure. Au début, j'ai cru que c'était un bruit venant de l'extérieur, peut-être la télévision d'un voisin, ou le vent qui s'engouffrait sous une porte. Mais en tendant l'oreille, j'ai réalisé que le son provenait de l'enceinte, pourtant elle était éteinte. Intrigué, je me suis approché, pensant que c'était un simple défaut de fabrication ou un problème d'interférence. Mais plus je me rapprochais, plus le son ressemblait à des chuchotements, quelque chose de presque humain, mais trop bas pour que je puisse comprendre. Les mots semblaient se perdre dans l'air, comme un message au bord de l'audible, juste hors de portée. C'était comme une sorte de souffle étrange, une voix à la fois lointaine et insistante, qui semblait murmurer des mots incompréhensibles, presque menaçants. J'ai essayé d'ignorer le son, en me disant que j'étais fatigué, que j'imaginais sûrement des choses. Pourtant, le murmure continuait, faible mais constant, s'infiltrant dans le silence de la nuit. Le lendemain matin, après une nuit presque sans sommeil, j'ai décidé d'appeler le service client du site pour signaler ce que je pensais être un défaut. Peut-être que l'enceinte avait un problème technique, ou qu'elle captait accidentellement des fréquences radio. En composant le numéro, j'étais prêt à demander un remboursement ou un échange. Après quelques minutes d'attente, un conseiller a finalement répondu. Sa voix était calme, professionnelle. J'ai décrit le problème en détail, le murmure constant, le fait que cela se produisait même lorsque l'enceinte était éteinte. À mesure que je parlais, je sentais une certaine hésitation dans sa voix, comme s'il savait déjà de quoi je parlais. Puis, lorsqu'il m'a interrompu, son ton avait complètement changé. Il m'a demandé, presque en chuchotant, « Vous devriez vous débarrasser de cette enceinte, et vite. Ne la gardez pas chez vous. » Surpris, j'ai demandé pourquoi, mais il a soudainement raccroché, me laissant avec un silence lourd et une peur sourde au creux de l'estomac. Ce simple appel, au lieu de m'apaiser, avait rendu l'enceinte encore plus étrange. Les nuits suivantes, le murmure devint de plus en plus fort. Au début, c'était toujours un son faible, comme un souffle à peine audible, mais chaque soir il semblait gagner en intensité, un peu plus clair, un peu plus proche. C'était comme si la voix essayait de se faire comprendre, de me transmettre un message que je ne parvenais pas encore à saisir. Je commençais à craindre ces moments où tout devenait silencieux autour de moi. Dès que la nuit tombait et que l'appartement se plongeait dans l'obscurité, le murmure se réveillait. Parfois, je pensais reconnaître des mots, mais ils disparaissaient avant que je puisse vraiment les comprendre. Un soir, en approchant mon oreille de l'enceinte, j'ai eu l'impression d'entendre mon propre prénom, murmuré d'une voix lente, presque caressante, mais terriblement glaçante. La panique montait en moi, mais quelque chose m'empêchait de la jeter, comme si la voix exerçait une sorte de fascination malsaine, me poussant à écouter, encore et encore. Je commençais à me demander si ce n'était pas la voix de quelqu'un qui me connaissait, quelqu'un qui voulait me parler de l'autre côté. Une nuit, le murmure devint si clair que je ne pouvais plus l'ignorer. Assis seul dans mon salon, les lumières éteintes, je me suis rapproché de l'enceinte, le cœur battant à tout rompre. Cette fois, les mots étaient audibles, distincts, et résonnaient dans la pièce avec une froideur inexplicable. La voix murmurait des choses intimes, des peurs enfouies, des secrets que je n'avais jamais révélés à personne. Elle parlait de mes insécurités, de mes regrets, de mes souvenirs les plus sombres, comme si elle connaissait chaque recoin de mon esprit. Le souffle glacial des mots semblait m'envahir, me paralysant sur place. Puis, la voix changea de ton, devenant plus sévère, plus autoritaire. Elle commença à me donner des ordres, des instructions inquiétantes, exigeant que je fasse des choses terribles. La terreur me glaçait, mais j'étais comme hypnotisé, incapable de détourner le regard de cette enceinte maudite. Finalement, j'ai trouvé la force de me lever, d'attraper l'enceinte et de la jeter hors de mon appartement. Mais même après m'en être débarrassé, les murmures résonnent encore parfois dans ma tête, comme si la voix s'était accrochée à moi, me suivant où que j'aille, chuchotant encore des choses que je n'ose pas écouter. Je suis un collectionneur passionné de vieilles caméras, en particulier de modèles Polaroid. J'ai toujours aimé l'idée de capturer un instant précis, de sentir le clic du déclencheur et de voir apparaître l'image, petit à petit, sur le papier.
C'est comme si chaque photo contenait une part d'histoire, un fragment figé d'un autre temps. Un jour, en parcourant un site de vente en ligne, j'ai repéré une Polaroid vintage en parfait état. Elle avait cette allure vieillotte, presque mystique, qui semblait me chuchoter des secrets oubliés. Sans hésiter, j'ai cliqué sur Acheter. Quelques jours plus tard, elle est arrivée. J'ai pris soin d'ouvrir le paquet avec une certaine excitation, comme un enfant déballant son cadeau de Noël. En main, la caméra semblait parfaite. Aucune éraflure, aucune trace d'usure. On aurait dit qu'elle avait traversé les années sans subir la moindre égratignure. C'était rare, presque trop beau pour être vrai. Puis, en l'inspectant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait déjà un rouleau de film à l'intérieur. Je me suis demandé si l'ancien propriétaire avait oublié de le retirer ou s'il avait laissé ce film là intentionnellement. Ma curiosité a pris le dessus. Que pouvait bien contenir ce rouleau? Des clichés anciens, peut-être, des fragments de vie appartenant à quelqu'un d'autre. Je me suis dit que je pouvais les développer, par simple curiosité, pour découvrir des scènes anodines du passé. Mais, au fond de moi, quelque chose d'inexplicable me mettait mal à l'aise. Pourtant, je n'ai pas hésité. Je me suis installé dans ma chambre, la caméra Polaroid en main, et j'ai sorti chaque photo avec précaution, impatient de voir ce que ce film oublié allait révéler. Le processus de développement n'a pas pris longtemps, mais l'attente m'a paru interminable. Peu à peu, les contours d'une image ont commencé à se dessiner, des formes floues prenant lentement vie sous mes yeux. La première photo était sombre, presque indistincte, mais je pouvais y deviner un intérieur de maison, des meubles épars baignés d'une lumière tamisée. En fixant l'image plus attentivement, un frisson glacé m'a parcouru l'échine. La scène me semblait étrangement familière, comme si je reconnaissais chaque élément. C'était impossible. Pourtant, je distinguais un canapé avec des coussins colorés, une table basse en bois massif, et, au fond, une lampe qui projetait une lueur douce sur les murs. Un décor identique à mon propre salon. Je me suis dit que c'était une coïncidence, que d'autres maisons pouvaient ressembler à la mienne. Mais au fur et à mesure que je révélais les autres photos, cette impression de familiarité se transformait en un malaise grandissant. Chaque cliché montrait des pièces différentes d'une maison qui ressemblait de plus en plus à la mienne, dans les moindres détails. Il y avait la cuisine, avec le vieux frigo que j'avais remplacé il y a quelques années, une horloge murale que j'avais vendue dans un vide-grenier, et même un tapis que j'avais jeté après l'avoir taché. Des éléments que je n'avais plus chez moi, mais qui figuraient clairement sur ces images, comme des traces d'un passé enfoui. Puis, les dernières photos ont révélé quelque chose d'encore plus perturbant. Contrairement aux premières, celle-ci semblait beaucoup plus récente. Le vieux frigo avait disparu, remplacé par celui que j'utilise actuellement. La décoration correspondait à celle de ma maison aujourd'hui. Un silence pesant a envahi la pièce alors que je fixais ces images. Chaque détail, chaque objet, tout concordait. C'était comme si quelqu'un avait capturé l'évolution de ma maison, documentant avec précision chaque changement que j'y avais apporté au fil des ans. Puis, une pensée terrifiante s'est imposée. Ces photos n'étaient pas juste des souvenirs d'une ancienne habitation semblable à la mienne. Non, elles représentaient bel et bien mon chez-moi, documenté à travers le temps. Mais comment cela pouvait-il être possible? Mon esprit a cherché des explications rationnelles, sans succès. Était-ce l'ancien propriétaire de la caméra qui, par un étrange concours de circonstances, avait pris ces photos dans mon appartement, avant que je ne le loue? Mais alors, comment expliquer les images récentes, avec les changements que j'avais moi-même réalisés? L'inquiétude s'est transformée en panique lorsque j'ai tiré une dernière photo du rouleau. Elle montrait une vue de ma chambre, exactement telle qu'elle est maintenant, avec les meubles disposés comme je les avais agencés récemment. Et l'angle de la prise de vue correspondait à celui de la porte, comme si quelqu'un s'était tenu là, dans l'ombre, à me regarder sans que je ne m'en aperçoive. Après avoir découvert ces photos troublantes, j'ai essayé de rationaliser, de me convaincre que tout cela n'était qu'une série de coïncidences. Peut-être que ces images avaient été prises dans un appartement très semblable au mien, ou que quelqu'un s'était amusé à me faire une mauvaise plaisanterie. Mais malgré mes tentatives pour garder mon calme, une étrange sensation d'être observé ne me quittait plus. Chaque fois que je posais les yeux sur la Polaroid, un frisson glacé me parcourait. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une nuit, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, un déclic résonna dans le silence de la maison. C'était le bruit familier de l'obturateur de la Polaroid. Mon cœur s'est emballé. Je me suis figé, tentant de me persuader que j'avais rêvé, que le bruit provenait d'ailleurs. Mais lorsque je me suis approché de la caméra, j'ai vu qu'une nouvelle photo en sortait, lentement. Les mains tremblantes, j'ai attrapé la photo, l'observant alors qu'elle se développait. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La photo montrait mon salon, mais ce n'était pas une vieille image.
Non, c'était une photo de cet instant précis. Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés, exactement comme maintenant. C'était comme si quelqu'un se trouvait là, avec moi, capturant chaque instant à mon insu. Dans les jours suivants, la situation a empiré. La caméra continuait à prendre des photos seule, toujours quand je m'y attendais le moins. J'entendais le déclic en pleine nuit, ou en revenant d'une autre pièce, et chaque fois, une nouvelle image m'attendait. Parfois, elle montrait un angle de la pièce où je venais de me trouver, comme si quelqu'un m'observait constamment. D'autres fois, c'était encore plus terrifiant. La photo montrait l'endroit exact où j'étais, mais une seconde après que je m'en sois éloigné. Cette caméra semblait avoir une volonté propre, un besoin presque malsain de capturer ma vie au moment présent. Plus je tentais de m'en éloigner, plus elle semblait s'imposer dans mon quotidien, comme une présence insidieuse, impossible à ignorer. Dès lors, l'angoisse a pris le contrôle. Je ne pouvais plus vivre dans cette maison sans me sentir constamment épié, observé. La caméra était devenue une ombre silencieuse qui planait sur moi, son existence insupportable. J'avais essayé de l'ignorer, de me convaincre qu'elle ne faisait que fonctionner normalement, mais la réalité de ce qui se passait ne pouvait plus être écartée. Je ne pouvais plus rester là, dans cette pièce où chaque photo semblait immortaliser chaque mouvement que je faisais, chaque instant où je pensais être seul. J'ai donc pris une décision radicale, je devais comprendre ce qui se passait, et pour cela, je devais enquêter. J'ai commencé par fouiller dans le passé de la caméra, cherchant à savoir qui l'avait possédée avant moi et si elle avait une quelconque histoire liée à des phénomènes paranormaux ou des événements étranges. J'ai trouvé quelques informations sur le site de vente où je l'avais achetée, mais rien de pertinent. L'ancien propriétaire n'avait pas laissé de traces, pas de messages, pas de détails supplémentaires. Tout semblait tellement normal, trop normal. Pourtant, quelque chose d'inexplicable persistait. Lorsque j'ai tenté de trouver un moyen de stopper la caméra, j'ai eu l'idée de la laisser éteinte et de la ranger dans un tiroir fermé à clé. J'ai même essayé de la cacher dans un placard, pensant que, si je la privais de lumière et d'air, elle cesserait de fonctionner. Mais le lendemain matin, elle était là, posée sur la table, comme si elle m'attendait. Et une nouvelle photo était encore accrochée, prête à être vue. Cela m'a profondément perturbé. Cette sensation de ne plus avoir le contrôle de ma propre vie, de ma propre maison, me rendait fou. J'ai même essayé de me débarrasser de la caméra. Je l'ai jetée dans un coin reculé du jardin, pensant que c'était la meilleure solution. Mais le lendemain, en me réveillant, je l'ai retrouvée dans ma chambre, sur le bureau, comme si elle n'avait jamais quitté ma maison. Comment était-ce possible? Je n'avais plus aucune explication rationnelle. C'était comme si la caméra, cette simple Polaroid, était un lien avec quelque chose de plus grand, de plus ancien, quelque chose que je ne comprenais pas. Mais plus j'essayais de l'ignorer, plus elle s'immisçait dans ma vie, prenant des photos de mes déplacements, de mes gestes quotidiens. À chaque fois, je me demandais si quelqu'un ou quelque chose m'observait réellement, attendant que je fasse une erreur. Le plus terrifiant, c'était que je savais que ce n'était pas une simple question de caméra ou de film. La Polaroid semblait, d'une manière que je ne pouvais pas saisir, me suivre dans chaque recoin de ma vie. Une entité invisible, toujours là, cachée dans l'obturateur. La situation est devenue insupportable. Je n'avais plus la moindre tranquillité d'esprit. Chaque bruit de déclic me faisait sursauter, chaque photo qui apparaissait, imprégnée d'une image trop proche de la réalité, me rendait de plus en plus paranoïaque. Il n'y avait plus de place pour le doute dans mon esprit. Quelque chose, ou quelqu'un, était derrière cette caméra. Ce n'était plus juste une simple vieille Polaroid, c'était un instrument d'une force malveillante, une porte ouverte vers l'inconnu. Les photos prenaient un tour de plus en plus inquiétant. Un soir, alors que je passais devant le miroir dans le couloir, je vis une photo fraîchement développée qui montrait, moi, dans ce même miroir. Mais il y avait une différence. Sur cette image, une silhouette floue se tenait derrière moi, un visage indistinct, presque comme une ombre. J'ai scruté la pièce autour de moi, paniqué, mais il n'y avait personne. J'ai essayé de me convaincre que c'était le fruit de mon imagination, mais la sensation d'être observé ne faisait que grandir. Je suis allé dans le jardin une nuit, espérant que l'air frais m'aiderait à éclaircir mes pensées. Mais quand je suis rentré, j'ai trouvé une photo posée sur la table de la cuisine. Elle montrait la porte du jardin, comme si quelqu'un m'avait pris en photo en revenant à l'intérieur. Mais il y avait quelque chose d'encore plus dérangeant, un léger mouvement, une présence qui semblait me suivre, me guetter à chaque pas. J'ai eu peur de ce que cela signifiait. J'ai commencé à ressentir une oppression constante, comme si la caméra exerçait une pression invisible sur moi, dictant mes actions, m'incitant à me montrer plus vulnérable. Les photos ne se contentaient plus de capturer des moments de ma vie. Elles semblaient me dire où aller, quoi faire.
Il m'était impossible de m'échapper. Un jour, je suis allé à la salle de bain, et comme d'habitude, j'ai entendu ce bruit familier de l'obturateur. Cette fois, j'ai décidé de vérifier immédiatement. La photo, une fois développée, montrait une vue de la porte de la salle de bain, comme si quelqu'un se trouvait à l'extérieur, juste en dehors de la portée de ma vue. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Le reflet dans la porte, sur le verre, n'était pas celui de la pièce comme elle était. Non, ce reflet montrait moi, à l'intérieur de la salle de bain, mais d'une manière étrange, déformée. Un moi qui n'était pas moi, une version de moi-même, mais différente, presque un double. À ce moment-là, j'ai compris. La caméra ne me capturait pas seulement. Elle me remplaçait, effaçait peu à peu ma réalité, tissant un réseau où chaque mouvement, chaque instant, me faisait tomber davantage dans une sorte de cauchemar éveillé. La question qui me tourmentait maintenant n'était plus comment échapper à cette présence, mais bien, est-ce que j'étais encore moi-même? J'avais toujours eu une passion pour les objets rares et mystérieux, surtout quand ils semblaient porter avec eux une part d'histoire. Un soir, alors que je faisais défiler des annonces en ligne, je suis tombé sur un flacon de parfum unique en son genre. La photo montrait un flacon de verre finement taillé, orné de motifs délicats et anciens, avec un liquide ambré qui semblait scintiller à la lumière. La description disait que ce parfum était introuvable dans le commerce, une édition limitée d'un créateur mystérieux, et que le vendeur habitait à l'étranger. Cette rareté, ajoutée au fait que le prix était incroyablement bas, m'a intrigué. Sans trop réfléchir, j'ai passé commande, attiré par l'idée de posséder quelque chose de si singulier. Quand le colis est finalement arrivé, j'ai ressenti une étrange excitation en ouvrant le paquet. Le flacon était encore plus beau en vrai, mais quelque chose me gênait sans que je puisse dire quoi. Il y avait une odeur qui émanait du paquet, quelque chose de lourd, un peu sucré, mais aussi décomposé. Peut-être était-ce dû au long voyage qu'il avait fait, me disais-je pour me rassurer. Avec précaution, j'ai débouché le flacon et respiré le parfum de plus près. Le premier effluve était envoûtant, mystérieux, mais une note indéfinissable, presque macabre, s'accrochait au fond. C'était subtil, comme un arrière-goût, mais suffisamment dérangeant pour que je me demande si ce parfum n'était pas en partie altéré par le temps. Malgré cette sensation étrange, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'essayer. Un parfum aussi rare méritait au moins un essai. J'ai appliqué quelques gouttes sur mon poignet. Durant quelques secondes, j'ai apprécié ce mélange envoûtant qui m'entourait. Mais dès que j'ai refermé le flacon, j'ai senti ce même arôme étrange se diffuser autour de moi, comme si le parfum s'était imprégné de quelque chose d'impur, de putride. Le parfum, d'abord discret, a commencé à me déranger de manière insidieuse. Ce que je prenais pour une subtile note exotique s'est intensifié au fil des heures, remplissant progressivement l'air autour de moi. C'était comme si cette odeur s'échappait de ma peau, mais avec une profondeur presque visqueuse, lourde, étouffante. L'arôme n'était plus simplement celui d'un parfum ancien et complexe. C'était devenu quelque chose de nauséabond, comme un mélange de fleurs en décomposition et de quelque chose de bien plus sombre. En fin de journée, l'odeur s'était répandue dans toute la maison, imprégnant chaque pièce où j'avais mis les pieds. J'ai ouvert les fenêtres en grand, cherchant désespérément un souffle d'air frais, mais même la brise qui entrait semblait incapable de chasser complètement ce relent étrange. Alors, j'ai décidé de bien aérer le flacon et de le ranger, me disant que l'odeur finirait bien par disparaître d'elle-même. Cette nuit-là, alors que je m'apprêtais à dormir, un détail m'a frappé. L'odeur n'avait pas faibli, elle s'était même intensifiée. Allongé dans mon lit, je pouvais la sentir partout autour de moi, comme une brume épaisse et invisible qui s'accrochait à l'air. J'ai commencé à chercher frénétiquement la source, fouillant chaque recoin de ma chambre, mais rien ne semblait expliquer pourquoi ce parfum persistait, alors même que le flacon était soigneusement rangé. Les jours suivants, la situation a empiré. L'odeur s'insinuait maintenant dans des pièces où je n'avais même pas porté le parfum. Parfois, en entrant dans la cuisine ou le salon, une bouffée de cette odeur infâme m'accueillait, me donnant la sensation étrange que je n'étais pas seul. L'odeur semblait vivante, comme si elle se mouvait d'un endroit à l'autre, toujours plus forte la nuit. Elle apparaissait soudainement, sans raison, et s'atténuait parfois un peu, mais jamais complètement. Au bout d'une semaine, je n'en pouvais plus. J'ai passé des heures à nettoyer ma maison de fond en comble, frottant chaque surface, pensant que peut-être quelque chose s'était imprégné dans les murs ou les meubles. Mais malgré mes efforts, le parfum revenait inévitablement, toujours plus intense, et avec une tonalité de plus en plus insupportable. Il y avait maintenant un fond de pourriture, comme si quelque chose de mort et de caché dans ma maison se réveillait un peu plus chaque nuit. L'idée que ce parfum pouvait être lié à quelque chose de sinistre m'a effleuré l'esprit, mais je la rejetai aussitôt,
refusant de croire que quelque chose d'aussi irrationnel pouvait se produire. Pourtant, l'odeur semblait m'attendre, elle me guettait dans chaque pièce, comme une présence invisible. C'était maintenant bien plus qu'un parfum. C'était une obsession malsaine qui m'entourait, m'enfermant chaque soir un peu plus dans une atmosphère suffocante. L'odeur devenait si insupportable que je n'avais plus d'autre choix que d'en découvrir la source. Après plusieurs nuits à être tourmenté par ce parfum étrange, j'ai décidé d'en apprendre davantage sur son origine. En retournant à l'annonce en ligne, j'ai cherché le nom du vendeur, mais il n'y avait aucune information utile. Poussé par une curiosité presque morbide, j'ai commencé à rechercher des forums spécialisés en parfums rares, espérant que quelqu'un pourrait me fournir des détails. Après plusieurs heures, je suis tombé sur un ancien fil de discussion qui parlait précisément de ce parfum. Les messages étaient datés de plusieurs années et semblaient émaner de collectionneurs passionnés, mais une série de commentaires a attiré mon attention. Une utilisatrice mentionnait avoir possédé ce même parfum, le décrivant comme envoûtant mais étrange, presque vivant. Elle écrivait que l'odeur devenait plus forte la nuit et qu'elle avait fini par croire que le parfum portait une sorte de malédiction. Un autre message, glaçant, mentionnait que cette femme avait été retrouvée morte dans sa maison quelques mois après avoir partagé son expérience. Le cas de sa mort n'avait jamais été résolu, la cause était restée mystérieuse, et les enquêteurs avaient noté un détail troublant. La maison était imprégnée d'une odeur si forte qu'ils avaient dû aérer les lieux pendant des jours. Certains commentaires spéculaient que le parfum avait été créé lors d'un rituel ancien, un mélange supposé sceller quelque chose de maléfique, et que quiconque le possédait était condamné à vivre des expériences horrifiantes. En lisant ces témoignages, j'ai ressenti un frisson glacial. Chaque mot résonnait étrangement avec ce que je vivais. Ce parfum, que j'avais pris pour un simple objet de collection, semblait porteur d'une histoire macabre. Ce n'était plus un simple souvenir exotique d'un autre pays. Il semblait contenir quelque chose de bien plus sombre, une essence malfaisante qui, d'une certaine manière, s'insinuait dans ma vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette odeur persistante n'était pas un hasard. Elle semblait bien déterminée à me tourmenter, à me suivre comme une ombre invisible. Je tentais de rationaliser mes pensées, de me convaincre que tout cela n'était qu'une suite de coïncidences et d'imaginations exacerbées par l'insomnie. Mais une partie de moi, celle qui frissonnait à chaque bouffée du parfum, savait que ce n'était pas si simple. Les nuits sont devenues de véritables épreuves. L'odeur n'était plus seulement envahissante, elle semblait m'encercler, m'étouffer, s'infiltrer dans chaque recoin de ma maison et de mon esprit. Mais plus terrifiant encore était la sensation oppressante que je n'étais pas seul. Chaque soir, alors que la nuit tombait, un malaise indéfinissable m'envahissait, une sensation de présence, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait dans l'obscurité. La première fois que je l'ai senti, j'étais assis dans le salon, épuisé par une nouvelle tentative de nettoyage frénétique pour me débarrasser de l'odeur. Soudain, j'ai perçu un léger mouvement dans mon champ de vision, juste à la limite de la lumière. Mon cœur s'est emballé. Quand j'ai tourné la tête, il n'y avait rien, mais l'air autour de moi semblait plus lourd, plus dense, chargé de cette odeur nauséabonde qui me collait à la peau. Les nuits suivantes, les choses ont empiré. J'entendais des bruits furtifs, des craquements venant du couloir, des chuchotements indistincts qui semblaient provenir des murs. À plusieurs reprises, en ouvrant une porte, une bouffée de l'odeur pestilentielle me frappait en plein visage, presque comme si elle surgissait d'un être vivant, prêt à surgir. Un soir, je me suis réveillé en sursaut, persuadé que quelqu'un se tenait au pied de mon lit. Dans la pénombre, j'ai scruté la silhouette floue qui semblait se matérialiser, mais elle s'est évanouie dans l'ombre, ne laissant que l'odeur insupportable. Le paroxysme de la terreur est arrivé une nuit où, assis dans mon lit, trop angoissé pour dormir, j'ai entendu des pas distincts dans le couloir. Lentement, ils se rapprochaient de ma chambre, accompagnés de ce parfum fétide. Le son était si clair, si précis, que je ne pouvais plus prétendre que c'était mon imagination. L'odeur se fit plus intense, remplissant l'air d'un relent de putréfaction qui me donnait envie de vomir. Paralysé, je n'osais plus bouger, retenant mon souffle tandis que les pas s'arrêtaient juste devant ma porte, comme si cette présence se tenait là, derrière, attendant que je cède à la panique. Cette nuit-là, j'ai compris que ce n'était pas simplement un parfum. C'était quelque chose de bien plus sinistre, une entité ou une malédiction qui m'avait pris pour cible. Il ne s'agissait plus seulement de l'odeur, mais d'une force maléfique, silencieuse et patiente, qui semblait se nourrir de ma peur et de ma détresse, s'approchant un peu plus chaque nuit. À bout de nerfs et totalement épuisé, j'ai décidé de me débarrasser du parfum. Peu importait sa rareté ou son prix, il m'était devenu insupportable. Une seule idée occupait mon esprit, le détruire, me libérer de cette présence maléfique qui semblait hanter ma maison. Un soir, sans attendre une minute de plus,
J'ai pris le flacon et me suis dirigé vers le jardin. La nuit était glaciale, mais la fraîcheur de l'air ne faisait qu'accentuer la puanteur du parfum qui semblait s'échapper de mes propres vêtements. En tremblant, j'ai débouché le flacon une dernière fois et versé son contenu sur le sol. À l'instant où le liquide s'est répandu, une odeur de pourriture encore plus forte a envahi l'air, m'arrachant un haut le cœur. Il m'a fallu tout mon courage pour continuer. D'un geste décidé, j'ai fracassé le flacon contre une pierre, dispersant ses éclats de verre autour de moi. Pendant un instant, tout est devenu étrangement silencieux. L'odeur semblait s'être dissipée, l'air redevenait respirable, et je sentais une lourdeur quitter mon esprit, comme si une ombre sinistre venait enfin de me libérer. Soulagé, je suis retourné dans la maison en essayant de calmer les battements affolés de mon cœur. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais enfin être tranquille. Mais cette quiétude a été de courte durée. Au milieu de la nuit, un bruit étrange m'a réveillé. Un faible sifflement, comme un soupir, se faisait entendre du jardin, là où j'avais brisé le flacon. J'ai hésité un instant, mais la curiosité l'a emporté. En ouvrant doucement la porte d'entrée, une bouffée de cette odeur putride m'a de nouveau assailli. Dans l'obscurité du jardin, j'ai aperçu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une forme, indistincte mais terrifiante, se dessinait là où le parfum avait été versé. Elle semblait me fixer, comme si elle m'attendait. Je me suis précipité à l'intérieur, claquant la porte derrière moi. Depuis cette nuit, l'odeur n'a jamais complètement disparu. Elle hante encore ma maison, surgissant sans prévenir, souvent la nuit, m'encerclant et m'étouffant. Comme si la présence qui habitait ce parfum refusait de me quitter, comme si, malgré tous mes efforts, elle avait trouvé en moi un nouvel hôte. J'avais toujours été passionné par les objets artisanaux, ces pièces uniques qui semblent porter une part de l'âme de leur créateur. Un soir, en parcourant un site de vente en ligne, mon attention fut captée par un étrange petit bonhomme en tissu et en bois, au visage peint grossièrement. Ses yeux, deux petites billes noires, paraissaient me fixer à travers l'écran, comme s'il me connaissait déjà. J'ai ressenti un frisson, mais l'envie de posséder ce curieux artefact était plus forte. Je n'ai pas hésité longtemps avant de cliquer sur Acheter. Une fois la commande passée, le vendeur, qui ne s'était identifié que par un pseudonyme, m'envoya un message de confirmation. Le ton était amical, presque familier. Il semblait étrangement heureux de ma décision. Je n'y prêtais pas attention, préférant m'imaginer l'excitation de recevoir ce nouvel objet, peut-être même en l'exposant fièrement chez moi. Les jours passèrent, puis une semaine, mais toujours aucun colis à l'horizon. L'attente commençait à devenir frustrante. J'ai vérifié le suivi en ligne, mais le site indiquait que le colis n'avait jamais été envoyé. Étonné, j'ai contacté le vendeur pour en savoir plus. Celui-ci m'a répondu immédiatement, assurant qu'il avait bien expédié le paquet et me fournissant même un code de suivi. Pourtant, selon le site, ce code n'existait pas dans leur système. Je ne comprenais pas. Comment le vendeur pouvait-il m'assurer avoir envoyé le colis alors que rien n'apparaissait dans le suivi? La conversation avec lui devint étrange. Sa politesse initiale s'était transformée en un ton distant et bref, comme s'il voulait clore le sujet rapidement. Il répéta que l'envoi avait bien été fait et m'incita presque à ne plus poser de questions. Quelques jours après ma dernière tentative de contact avec le vendeur, alors que j'avais presque renoncé à recevoir le colis, quelque chose d'étrange se produisit. En rentrant chez moi après une longue journée de travail, je remarquai un petit paquet posé devant ma porte. Mon cœur fit un bond. Je n'attendais plus rien d'autre, alors il ne pouvait s'agir que du fameux colis. Le paquet était modeste, enveloppé de papier craft brun, scellé avec du ruban adhésif noir qui paraissait usé, comme si le colis avait été déplacé à de nombreuses reprises. Il n'y avait aucune étiquette de la poste, aucun tampon ni numéro de suivi, juste mon nom, écrit à la main, d'une écriture anguleuse et légèrement tremblante, qui semblait griffonner à la hâte. Cette absence de marquage officiel me troubla. Comment était-il arrivé jusqu'à moi? Malgré le malaise qui montait, la curiosité l'emporta, et je me dépêchai de rentrer pour ouvrir le colis dans l'intimité de mon salon. J'arrachai le ruban adhésif avec fébrilité, et, sous une épaisse couche de papier froissé, le petit bonhomme apparut enfin. Il était plus inquiétant en vrai que sur la photo. Sa tête, taillée grossièrement dans un bois pâle, arborait un sourire énigmatique qui me paraissait presque moqueur. Ses yeux, ses deux billes noires, semblaient animés d'une lueur que je n'avais pas remarquée auparavant. Il semblait m'observer, me jauger, comme si le simple fait d'être en ma présence lui donnait vie. En frissonnant, je sortis le bonhomme du paquet pour l'examiner de plus près. Sa taille était parfaite pour tenir dans la paume de ma main, mais il dégageait une certaine lourdeur, une froideur que je ne parvenais pas à expliquer. Alors que je le tournais dans mes mains, un petit bout de papier glissa dessous son vêtement de toile.
Intrigué, je dépliai le billet. Les mots griffonnés dessus étaient simples, mais glaçants. Je t'observais. Mon cœur se serra. J'avais du mal à comprendre ce que cela pouvait signifier. Était-ce une plaisanterie sinistre du vendeur? Un ajout destiné à me faire frissonner un peu plus? J'essayais de rationaliser, de me convaincre qu'il s'agissait là d'une mauvaise blague, mais le sentiment de malaise persistait. Cette phrase, inscrite d'une main nerveuse, paraissait s'adresser à moi de manière intime, personnelle. Après avoir contemplé le billet pendant quelques secondes, je le rangeai avec précaution et plaçai le bonhomme sur une étagère de mon salon, bien en vue, pensant que peut-être il finirait par perdre son caractère sinistre en se fondant parmi mes autres objets. Mais, alors que je m'éloignais, un frisson me parcourut l'échine. Je me retournai. Les yeux noirs du bonhomme semblaient toujours fixés sur moi, avec cette intensité qui me donnait l'impression d'être scruté jusque dans mon âme. Les premiers jours, j'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu de mon esprit. Ce bonhomme en bois, aussi étrange soit-il, n'avait pas de raison de m'inquiéter autant. J'avais dû me laisser influencer par le billet et par la façon inhabituelle dont il était apparu chez moi. Cependant, très vite, j'ai commencé à remarquer des choses qui dépassaient l'entendement. Un matin, en descendant dans le salon, je trouvai le bonhomme sur la table à manger. Pourtant, j'étais certain de l'avoir laissé sur l'étagère du salon la veille au soir. Un frisson me parcourut, mais je choisis de ne pas m'attarder sur ce détail, imaginant que j'avais peut-être mal placé l'objet sans m'en rendre compte. Pour m'apaiser, je remis le bonhomme sur l'étagère, bien en vue, et continuai ma journée. Les jours suivants, cependant, l'inquiétude grandit. Le bonhomme changeait de place de manière inexplicable. Un soir, alors que j'allais me coucher, je le retrouvai posé sur ma table de chevet, ses yeux noirs tournés vers moi, comme s'il m'observait pendant mon sommeil. Pris de panique, je le remis sur l'étagère du salon avec plus de précaution encore, m'assurant qu'il était bien en équilibre et qu'il ne pourrait pas se déplacer tout seul. Puis, une nuit, je me réveillai brusquement, sans savoir pourquoi. Mon regard fut immédiatement attiré par une silhouette sombre, debout sur le sol, juste à côté de la porte de ma chambre. Mes yeux mirent quelques secondes à s'habituer à l'obscurité, et je distinguai la petite forme familière du bonhomme, qui semblait presque me fixer dans la pénombre. Mon cœur s'emballa. Comment était-il arrivé là? Qui avait pu le déplacer? Terrifié, je me levai et, avec une précaution mêlée de dégoût, je le saisis pour le ramener une nouvelle fois dans le salon. Cette fois-ci, je l'enfermai dans un tiroir de mon buffet, pensant que cela mettrait fin à cette situation étrange. Mais le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, je retrouvai le bonhomme posé sur le comptoir, juste à côté de la cafetière. Il était comme installé là, bien en vue, comme s'il voulait s'assurer que je le remarquerais dès mon réveil. Ses yeux noirs semblaient me fixer avec une intensité presque humaine, comme s'il attendait quelque chose de moi, un signe, une réaction. À ce stade, j'étais complètement bouleversé. Il n'y avait plus de doute, quelque chose de plus étrange que ce simple objet se passait. Mon esprit essayait toujours de rationaliser les événements, de les expliquer par des coïncidences ou des erreurs d'attention, mais la terreur qui grandissait en moi ne pouvait être ignorée. Le bonhomme ne se contentait pas de changer de place, il semblait prendre un rôle actif dans ma vie, comme s'il avait une volonté propre. J'ai décidé de reprendre contact avec le vendeur, dans l'espoir de trouver une explication logique. Cette fois, je n'ai pas hésité à lui envoyer un message plus direct, presque désespéré. Je lui ai expliqué ce qui se passait, lui décrivant comment le bonhomme se déplaçait inexplicablement, et lui ai demandé s'il y avait une raison particulière à ce comportement. La réponse que j'ai reçue m'a glacé le sang. Le vendeur a nié en bloc avoir envoyé le colis. Il m'a assuré qu'il n'avait jamais expédié de bonhomme, ni de quelconque objet à mon adresse. Il a même précisé qu'il n'avait pas vendu d'objets en bois de ce genre et que son catalogue ne contenait rien de similaire. J'étais abasourdi. Comment un colis pouvait-il être envoyé à ma porte, accompagné d'un message, et le vendeur n'en avoir aucune connaissance? Sa réponse ne faisait que semer davantage le doute. Je lui ai répondu en insistant sur le fait que j'avais déjà reçu le colis, que je n'avais pas rêvé. Mais il n'a plus jamais répondu. Ce silence était effrayant, presque comme s'il cherchait à se distancer de l'affaire, à effacer toute trace de son implication. C'est là que j'ai commencé à me demander si je n'avais pas fait une erreur en achetant ce bonhomme. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Pendant ce temps, les événements continuaient de se dérouler. Une nuit, alors que je m'apprêtais à dormir, j'ai reçu un autre billet. Cette fois-ci, il était posé sur la table de la cuisine, sous une tasse de thé que j'avais laissée la veille. Le message, toujours écrit à la main, disait simplement « Je suis proche, regarde bien autour de toi ». Je me suis senti observé, à chaque instant.
Je n'étais plus seul dans ma propre maison. L'idée que le vendeur m'avait menti, que le bonhomme était lié à quelque chose de plus sinistre, m'envahissait. Peut-être que l'objet avait été maudit, ou que l'esprit de son créateur, ou même une autre entité, s'était attaché à lui. Peu importe ce que c'était, je savais désormais que le bonhomme n'était pas simplement un jouet. Je pris une décision, j'allais brûler le bonhomme, l'éliminer une bonne fois pour toutes. Mais avant de pouvoir agir, une dernière chose se produisit qui allait tout changer. Je n'ai pas pu me résoudre à brûler le bonhomme tout de suite. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de pouvoir invisible, qui me retenait. Une peur irrationnelle me paralysait, une peur qui m'empêchait de faire ce que je savais être nécessaire. J'avais l'impression qu'il me regardait toujours, même dans l'obscurité, même quand je fermais les yeux pour tenter de dormir. Il était partout, et je ne pouvais plus m'échapper. La tension dans ma maison était palpable. Chaque coin, chaque ombre semblait abriter une présence. Je suis devenu paranoïaque, vérifiant sans cesse que le bonhomme était bien là où je l'avais laissé, avant de me rendre compte que, peu importe où je le plaçais, il semblait toujours réapparaître à un autre endroit. Il me narguait, me forçant à vivre dans un état de peur constant, à me demander ce qui viendrait ensuite. Un matin, alors que j'essayais de me concentrer sur mon travail, un cri perça le silence de la maison. Un cri qui semblait venir de mon salon. Je me précipitais, le cœur battant, mais à l'instant où j'entrais dans la pièce, tout était calme. Tout, sauf le bonhomme, qui était là, sur le canapé, les yeux rivés sur moi. Je ne savais pas si c'était une hallucination ou si mon esprit était devenu fragile à force de stress, mais l'air semblait soudainement plus lourd, plus suffocant. Je m'approchai lentement, mon corps tendu, et c'est alors que je remarquai quelque chose d'effrayant. Il y avait une petite tache rouge sur sa chemise en toile, comme une goutte de sang séché. Mon cœur se serra. Le bonhomme était-il en train de saigner? La question me tourmentait, mais je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que ce n'était plus juste un objet. C'était devenu un symbole d'une présence malveillante, et je n'avais aucun moyen de m'en débarrasser. Fou de peur, je décidai de quitter la maison, pensant que peut-être, en m'éloignant, je me débarrasserais de cette malédiction qui semblait s'être attachée à moi. Mais avant de partir, je jetai un dernier regard derrière moi. Le bonhomme était toujours là, immobile, mais au moment où je me retournai pour partir, je vis, à travers le reflet de la fenêtre, une silhouette sombre dans l'ombre de la pièce. C'était comme si quelqu'un d'autre était là avec moi, une présence invisible, mais terriblement palpable. J'ai quitté la maison précipitamment, sans un regard en arrière, mais même alors, je ne pouvais échapper à l'idée que quelque part, là où je n'étais pas, le bonhomme attendait, observait, et que ma fuite ne ferait que rendre la situation pire. Les choses n'étaient jamais aussi simples, et maintenant, il me suivait, où que j'aille.